Bonjour, c'est le 15e épisode de notre format sur l'actualité écologique de la semaine. C'est parti! Alors cette semaine se tenait la CMP, la commission mixte paritaire sur le projet de loi sur la sûreté nucléaire dont je vous ai déjà parlé de nombreuses fois. Je vous renvoie à mes précédentes vidéos si le sujet vous intéresse. Mais pour résumer, c'est un texte qui est extrêmement dangereux. C'est les salariés du nucléaire qui nous ont alertés là-dessus parce que il va mettre en danger notre système de sûreté nucléaire. Il risque de faire primer en fait des considérations économiques, industrielles sur des considérations purement scientifiques de sûreté nucléaire. Et en plus, ça va désorganiser tout un système au pire moment, c'est-à-dire celui de la relance nucléaire à tout crin voulue par le gouvernement. Tout ça donc au prétexte de fluidifier, simplifier. En réalité, c'est une lubie d'Emmanuel Macron qui tient absolument. Bref, je vous renvoie donc à mes précédentes vidéos. Donc, la commission mixte paritaire, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un principe qu'on peut questionner du point de vue de la démocratie, on va dire ça comme ça. En fait, on réunit 7 députés titulaires, 7 députés sénateurs dans un huis clos avec leurs suppléants également pour discuter d'un texte une fois en fait qu'il est passé dans l'Assemblée et à l'Assemblée nationale et au Sénat et que les deux textes à la sortie sont différents. Et en fait, l'idée c'est de se mettre d'accord sur une version commune sur laquelle ensuite les deux assemblées vont voter. Donc c'est vraiment un huis clos et là en plus pour illustrer c'était assez caricatural. On avait à peine commencé la réunion parce que j'y représentais la France Insoumise, avec mon collègue Maxime Lenné. Et en fait, la séance avait à peine commencé que le président a dit on va faire une suspension de séance et on va aller discuter. Et donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la majorité sénatoriale et la majorité de l'Assemblée nationale sont allés se réunir dans un bureau pour se mettre d'accord, faire leurs petits arrangements entre amis, sur lesquels après on a été sommé de se prononcer à vitesse grand V avec des amendements qui arrivaient à la dernière minute, etc. Bon. Il n'y a pas de changement majeur sur ce texte, à l'issue de cette CMP. Simplement, elle est conclusive, comme on dit, c'est-à-dire que, donc, effectivement, les sénateurs et députés, enfin, en tout cas ceux de la Majo, se sont mis d'accord sur une version commune qui, du coup, va être votée mardi prochain, donc à l'Assemblée nationale et au Sénat. Je veux rappeler que cette CMP, elle faisait comme si, tout le monde était d'accord, tout le monde était content avec ce formidable projet. La réalité, c'est que à l'Assemblée nationale, le texte est passé à 2 voix près, souvenez-vous. Donc, il y a un vrai doute, y compris chez nos collègues qui sont pro-nucléaire et pour la relance du nucléaire. Il faut absolument continuer à interpeller vos sénateurs, vos députés, pour les inciter à ne surtout pas voter ce texte qui nous fait vraiment courir un risque à tous. Ce sera mardi prochain, je compte sur vous. Alors, l'association Wellfarm lance une campagne contre les fermes-usines à saumon en France. Je vous mettrai toutes les informations en barre de description. De quoi on parle? On parle de, là, actuellement, 3 projets en ligne de mire. Il y en a un à Boulogne-sur-Mer dans le Pas-de-Calais, un à Plouisy dans les Côtes-d'Armor et un au Verdon-sur-Mer en Gironde. Ce sont des projets de fermes-usines aquacoles, donc de saumon, dont la production pourrait avoisiner donc les 27 000 tonnes de saumon par an. J'arrive même pas me représenter ce que ça veut dire en termes de nombre d'animaux qui seraient élevés dans ces conditions. Ce sont des fermes qui seraient en système RAS, ça veut dire Recirculation Aquasystem, ça veut dire en gros qu'on est en système fermé avec une eau qui recircule, qui est filtrée, etc. C'est un système qui n'existe pas encore en France, donc c'est pour ça que c'est particulièrement crucial d'empêcher en fait l'installation de ce type de ferme. D'une manière générale, on se retrouve là sur un système qui a des conséquences écologiques absolument catastrophique parce que bien sûr donc il y a une surconcentration d'animaux, donc énormément de rejets de nitrates. Ça veut dire des risques d'algues vertes, comme on connaît déjà malheureusement en Bretagne. C'est donc un système, je vous l'ai dit, fermé qui est extrêmement consommateur en énergie, donc ça aussi c'est catastrophique. Et en plus de ça, en fait on se base sur un raisonnement complètement erroné, c'est-à-dire que on dit on va élever des poissons parce qu'en fait on en trouve de moins en moins à l'état sauvage, et pour cause, je ne sais pas si vous le savez, mais nous sommes littéralement en train de vider nos océans de toute vie du fait de la surpêche. Et en fait, là aussi, le raisonnement est complètement à l'ouest, parce que en réalité, les saumons sont des poissons carnivores. Donc, pour nourrir ces poissons d'élevage, on va aller pêcher ailleurs des poissons sauvages pour les nourrir. En réalité, il va falloir environ 4 kilos de poissons pêchés pour obtenir 1 kilo de poissons
d'élevage. Donc vous voyez bien que voilà, on a tout faux sur toute la ligne. Et puis bien sûr, ça pose une vraie question de souffrance des animaux. Alors je le sais que on a tendance à avoir une empathie moindre pour les poissons parce ils nous paraissent éloignés, mais s'il en était besoin, c'est évidemment prouvé par les scientifiques. Les poissons sont des animaux sensibles qui ressentent le stress, qui ressentent la souffrance, la douleur, et qui évidemment sont absolument pas faits pour vivre dans ces conditions-là. Les saumons, ce sont normalement des poissons qui migrent, qui se déplacent sur de grandes distances. Là, ils sont serrés dans des concentrations abominables les uns sur les autres. C'est évidemment complètement catastrophique. Et en plus, le système donc RAS, c'est un système extrêmement technique, qui fait qu'à la moindre erreur, il peut y avoir des conséquences catastrophiques. Ça a été le cas notamment à Miami et au Danemark, où en fait des milliers d'animaux se sont retrouvés à agoniser lentement, de manière insupportable du fait d'une erreur technique et d'une panne du système. Voilà, donc je pense que vous l'aurez compris, il est absolument urgent et nécessaire de s'opposer à ces fermes-usines à saumon. Il y a de nombreux collectifs, associations à travers toute la France et notamment sur les lieux où ces projets se dessinent qui s'opposent à ces projets. Je vous invite à les rejoindre, à les soutenir, à relayer leur communication. Et de notre côté, on va avoir une vigilance particulière sur le texte de loi agricole qui arrive enfin, donc loi du gouvernement, et qui notamment voudrait faire passer en raison impérative d'intérêt public majeur l'aquaculture et donc ce type de ferme-usine. Ça veut dire quoi? C'est un système en fait qui permet d'obtenir tout un tas de dérogations, de s'asseoir en gros sur le droit de l'environnement et de tout un tas de normes environnementales et écologiques, voire de bien-être animal, au nom donc de l'intérêt majeur d'un projet. Donc là par exemple aquacole. Donc nous on ne manquera pas de déposer des amendements pour essayer d'empêcher que ce type de projet de ferme-usine à saumon puisse obtenir cette raison impérative d'intérêt public majeur et ainsi être facilité dans notre pays. Alors, hier se tenait la niche parlementaire du groupe Les Écologistes NUPES. Vous savez, la niche parlementaire, c'est le jour où un groupe politique choisit l'ordre du jour et met à la discussion les textes qu'il choisit, lui. Et là, en l'occurrence, cette niche, elle a permis 2 belles victoires. La première, c'est avec un texte sur les PFAS. Vous savez, les PFAS, c'est ce qu'on appelle aussi les polluants éternels. Ce sont des composés chimiques, il y en a 4000 à 12 000, on ne sait pas exactement, qui en fait ne se détruisent pas naturellement et qui du coup sont extrêmement persistants, forcément, et qui s'accumulent en réalité dans les milieux, mais aussi dans les organismes vivants, y compris nos corps. Et on sait que c'est un scandale sanitaire absolument phénoménal, parce qu'on sait que ça a des impacts, ça augmente les cancers, ça augmente les troubles hormonaux, ce sont des perturbateurs endocriniens en fait, donc ça entraîne des troubles de la fertilité, mais aussi des baisses de réponse immunitaire, etc. Bref, c'est très très inquiétant et très dangereux, et comme je l'ai dit, ce sont des substances qui s'accumulent partout sur la planète. On en a retrouvé même dans le sang des ours polaires, donc tout le monde est contaminé, et on pense, les scientifiques, notamment par exemple monsieur Pierre Labadie, qui est chercheur spécialisé au CNRS, dit qu'on ne voit pour l'instant que le petit bout de l'iceberg de ce problème. Et vous avez peut-être vu ces derniers temps de nombreux scandales autour de ça. Tout récemment, c'est dans le Gard ou dans la commune de Salindre, on a relevé des taux de PFAS absolument faramineux, des taux records. Or, c'est aussi une ville qui connaît malheureusement des taux anormaux de tumeurs au cerveau. Bref, de grandes inquiétudes autour de ce sujet. Et là, donc, il y a eu une première victoire. Nous, on a parlé de premier pas, parce qu'effectivement, c'en est un. La loi qui a été adoptée n'est pas complètement satisfaisante. Je vais y revenir, mais c'est un premier pas et c'est hyper important. Parce qu'en fait, on a déjà eu plusieurs tentatives à l'Assemblée nationale, notamment, il y avait des propositions de loi qui avaient été faites par nos collègues, monsieur Jimmy Pain, du Modem, monsieur Topiak, de l'IOT, qui avaient tenté justement de mettre en place une réglementation sur la PFAS, parce que pour l'instant, il y a strictement rien en France. Le gouvernement avait fait un plan PFAS, avait annoncé un plan PFAS en 2023, dans lequel ils avaient réussi à mettre strictement aucune norme contraignante envers l'industrie, parce que c'est l'industrie notamment qui rejette massivement donc ces fameux polluants dans la nature, et qui disait qu'on allait commencer à surveiller un peu mieux tout ça à partir de 2026, comme si on avait le temps, enfin n'importe quoi. Bref, donc face à ces non-avancées permanentes et à l'attitude justement de la Macronie et du gouvernement vis-à-vis de ces propositions de loi précédentes,
qui visait à chaque fois à empêcher toute avancée en disant on va attendre qu'il y ait le règlement REACH qui va arriver bientôt. Le règlement REACH, c'est un règlement européen qui classifie, réglemente justement les substances chimiques. Et donc il est censé y en avoir une nouvelle version qui doit arriver, mais elle était déjà promise je crois pour 2023, puis peut-être 2024, puis pour l'instant elle est toujours pas à l'agenda, on ne sait pas quand ça aura lieu, mais cette réglementation est censée justement permettre des normes à l'échelle européenne, notamment pour les polluants éternels. Sauf que pour l'instant il n'y a rien du tout. Donc nous ce qu'on dit c'est qu'il y a urgence, comme je vous l'ai dit c'est une pollution qui s'accumule, donc avec des effets qui vont être de plus en plus graves, et si on ne fait rien, ça continue, c'est évident. Donc il faut absolument mettre un terme et mettre en place une réglementation au niveau national. Bref, jusqu'ici, le gouvernement, la majorité, avait toujours tout refusé. Là, il y a des mesures donc qui ont été entérinées. Finalement, qu'est-ce que cette loi elle a permis? Elle a permis l'interdiction à compter du 1er janvier 2025 de tous les produits type donc les cosmétiques, les farts, c'est le produit qu'on utilise pour faire glisser les skis, qui contiendraient donc des PFAS, mais aussi tous les textiles d'habillement. Sauf ceux qui sont liés à la sécurité civile. Un exemple, les habits, les tenues des pompiers qui peuvent être traités avec des PFAS parce que ce sont des polluants des composés chimiques polluants ensuite, mais qui ont des propriétés qu'on utilise comme la résistance, une forme d'imperméabilité, etc., etc. Bref. Du coup, ça c'est quand même une grosse avancée. Et puis il y a aussi la mise en place du principe en gros de pollueur-payeur avec du coup une redevance spécifique pour les industries qui justement rejettent des PFAS notamment dans l'eau. Néanmoins, cette version qui a été votée donc à l'Assemblée hier, c'était une version amoindrie par rapport à la version proposée initialement donc par notre collègue Nicolas Thierry. En fait, il y avait déjà eu un premier compromis qui avait été fait lors de la Commission du développement durable, et puis là encore en hémicycle, le texte s'est encore fait un peu ratiboiser. À la base, par exemple, Nicolas Thierry prévoyait l'interdiction des emballages alimentaires qui contiennent des PFAS. C'est un énorme pan du problème. Il y a énormément d'emballages alimentaires qui contiennent ces polluants, et ça a été rejeté par la majorité, qui avait finalement tenu donc à l'issue de la Commission du développement durable, on a été réduit aux ustensiles de cuisine. Et puis vous avez peut-être vu les industriels, notamment des poêles et tout, se mobiliser, expliquer qu'on allait détruire des milliers d'emplois, alors qu'en fait il faut quand même savoir qu'il existe déjà quantité d'alternatives aux composés justement anti-adhésifs que permettent l'utilisation de ces composés chimiques, les PFAS. Bref, vous avez vu la mobilisation, la Macronie, le gouvernement évidemment cédé au lobby qui était derrière, et c'est pour ça que ça a encore disparu de la loi et que ça n'est plus présent dans la version finale de la loi qui a été adoptée. La date aussi de mise en service, de mise en application de cette loi a été reculée. Au départ c'était 2025. On est passé à 2026 et 2030 pour l'interdiction de tout type de textile contenant des PFAS, encore une fois, exception faite de ceux qui sont en lien avec la sécurité civile, etc. Voilà, donc je vous l'ai dit, c'est une victoire importante parce que jusqu'ici, il ne s'était jamais rien passé dans ce domaine. On n'avançait absolument pas. Là, au moins, il y a des interdictions qui sont posées, un début de réglementation. Bien sûr, on va rien lâcher, on va continuer le combat. C'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé depuis le début de mon mandat. C'est aussi le cas notamment de Gabriel Amar. Nous étions tous les deux chefs de file sur ce texte pour la France Insoumise. Et bien sûr qu'on va continuer. D'ailleurs, Gabriel a déposé une proposition de résolution européenne sur le sujet. On en reparlera. Mais c'est un sujet sur lequel on va continuer à se bagarrer parce que bien sûr qu'il faut aller beaucoup plus loin que ça. Interdire les PFAS d'une manière générale, ce que vous l'avez compris, c'est une véritable menace. Mais en attendant, là, c'est un premier pas, une première victoire. On prend. Deuxième texte discuté hier et grande victoire, vous l'avez certainement entendu, c'est celle sur les prix planchers pour les agriculteurs. Vous vous souvenez, c'est une proposition de loi qu'on avait portée, nous, dans notre niche parlementaire, justement, en novembre dernier, qui avait été complètement rejetée par la Macronie. Et bien là, les écologistes donc, ont repris quasi littéralement cette proposition de prix plancher. Cette fois-ci, elle a été adoptée. Donc, immense victoire contre le gouvernement qui en plus n'en finit pas d'être complètement inconsistant sur cette question, puisque justement souvenez-vous quand on avait fait cette proposition en novembre dernier, monsieur Marc Fesneau avait carrément dit que c'était une proposition bolchevique, rien que ça. Derrière, souvenez-vous quand il y a eu la grande colère des agriculteurs qui s'est manifestée dans tout le pays, là on avait entendu Emmanuel Macron dire qu'on
on allait mettre en place des grilles, des prix planchers pour les agriculteurs, avec derrière le pauvre Marc Fesneau qui n'en revenait pas d'entendre ça. Bref, et finalement, rien ne se passe pour mettre en application cette recommandation du président Macron. Et là, en l'occurrence, on a vu dans l'hémicycle à nouveau Madame Agnès Pannier-Runacher, qui est ministre déléguée à l'agriculture, qui évidemment luttait contre ce texte, nous expliquait que franchement, elle n'avait pas de leçon à recevoir, que apparemment il s'occupe de cette question matin, midi et soir. Elle a dit à un moment donné, on voit pas bien les résultats, mais en tout cas, là, l'Assemblée a adopté le principe des prix planchers. Vous savez que le problème majeur, enfin en tout cas ce qui est revenu majoritairement justement de ces manifestations de colère des agriculteurs, c'est qu'en fait ils n'arrivent pas à vivre de leur métier aujourd'hui, et que si on regarde froidement les choses, en fait, en l'espace d'un ou 2 ans, on a pris 20% d'inflation sur les produits alimentaires. Quand moi, vous achetez, voilà, on achète on fait nos courses, on paye 20% de plus sur les produits alimentaires, alors que la rémunération des agriculteurs, elle a baissé de 10%. Et au milieu de tout ça, en fait, il y a l'agro-industrie qui a fait 70% de marge. Voilà. Donc, en plus. Donc, c'est là qu'on voit qu'il y a un problème. Et c'est pour ça que nous, d'ailleurs, dans notre proposition, on a sorti ça aussi, et vous vous souvenez peut-être, d'un plafonnement des marges, justement, de l'agro-industrie, et un blocage à la baisse, etc. Bon, là, en tout cas, on a au moins acté le fait qu'il fallait des prix, donc planchers, donc des prix rémunérateurs pour les agriculteurs. C'est donc une immense victoire. Le deuxième article de cette loi prévoit aussi la mise en place d'un fonds de transition agroécologique, donc pour soutenir les agriculteurs, dont une partie est dévolue donc notamment à l'agriculture biologique. Et enfin, l'article 3, c'est l'article qu'on appelle le gage, en fait. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais en tant que parlementaire, on ne peut pas faire de proposition de loi qui engage de nouvelles dépenses pour l'État. Ce qui d'ailleurs est un peu bloquant et pose question démocratiquement parlant, parce que vous l'imaginez bien, ça limite un peu les choses. Bref, du coup, ce qu'on fait à chaque fois, c'est qu'on a toujours le dernier article qui est dit donc du gage financier. C'est-à-dire c'est là où on dit où on va prendre l'argent pour financer la mesure. Donc généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on indique qu'on va organiser une nouvelle taxe sur le tabac, mais en fait c'est une manière de dire en fait qu'on attend du gouvernement que pour la mise en place de cette loi, qui trouve un financement, qu'il lève le gage, comme on le dit communément. Bref, en tout cas, cette opération est obligatoire, et là du coup nos collègues écologistes ils ont proposé eux une taxe de 10% sur les bénéfices des industries agroalimentaires, des pesticides, des engrais chimiques et de la grande distribution, ce qui est plutôt une bonne idée. Voilà, donc en tout cas ce texte est passé hier à l'Assemblée nationale, contre l'avis du gouvernement, mais aussi avec l'absence absolument criante des Républicains. Il n'y avait personne sur les rangs. Très peu de députés du Rassemblement national. Vous savez pourtant ils se prétendent les chantres de la ruralité, les grands défenseurs des agriculteurs. Là, ils étaient pas nombreux pour se battre pour le revenu des agriculteurs. Et en plus, ils se sont abstenus sur le texte. N'oubliez pas ça. Nous, en tout cas, on savoure la victoire. C'est une victoire commune, je pense, de la NUPES, puisque c'est notre proposition de loi donc de novembre dernier qui a été reprise là par nos collègues et enfin adoptée, encore une fois, contre l'avis du gouvernement, au bénéfice des agriculteurs. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Donc si ça vous a intéressé, comme d'habitude, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne, partagez, commentez, likez, ça m'encourage et puis ça permet de faire connaître ce contenu. À bientôt!